messieurs, dames, nous sommes face à un homme qui, globalement, a plusieurs cordes à son arc. Je parle de monsieur Alex Garland, réalisateur de Civil War, qui est aussi le réalisateur, entre autres, de Ex Machina, du très sous-coté Annihilation avec Nathalie Portman, qui était pas évident à comprendre, mais qui était, je trouve, un film esthétiquement très réussi et psychologiquement éprouvant sur certaines séquences et assez méta. Enfin, c'est vrai que c'est un morceau très étrange de cinéma. Annihilation, mais que j'avais beaucoup aimé. Il est aussi scénariste, entre autres. Hein. On ne fera pas l'intégralité de sa filmo, mais scénariste de plusieurs films de Monsieur Danny Boyle, quand même, à savoir notamment 28 jours plus tard et Sunshine, entre autres, voilà, qui sont des films que j'ai appréciés. Alex Garland, donc, qui est fort dans le milieu donc du comment ça s'appelle, de la réalisation et du scénario. C'est un mec qui écrit bien, c'est un mec qui sait réaliser et qui a aussi un univers atypique. Et il se trouve que ce monsieur est allé dans un concept qui était très intéressant, le concept de la guerre civile, avec donc le film du jour, Civil War, avec, comme vous le voyez, Mary Jane Watson qui a pris donc le rôle de ce bon vieux Tobey Maguire, de Peter Parker. Hein, ça y est, c'est elle qui est devenue photographe et journaliste, reporter de guerre pour Kirsten Dunst. On a aussi Pablo Escobar dans le film, Jesse Plemons, Monsieur Kirsten Dunst, puisque les deux sont effectivement à la ville mari et femme, qui est là pour une petite apparition remarquée, entre autres, hein, évidemment. On a Kaylee Spaney qui est là aussi dans le rôle d'une néo-journaliste dans le film et qui a justement une participation très importante. Le pitch est relativement simple. Nous sommes dans un road trip que je vais appeler pré-apocalyptique, puisque le chaos est partout aux États-Unis. Il y a des séquences très très fortes, mais on sent que voilà, la guerre civile a commencé, mais que l'Amérique s'est pas encore totalement effondrée. Donc pour moi, c'est entre pré-apocalyptique et déjà un peu apocalyptique, mais j'aime l'idée de road trip pré-apocalyptique qui va emmener le reste sur la dérive américaine, de 4 journalistes qui veulent aller à la Maison Blanche. Alors certains veulent se stopper à Jacksonville, je crois que c'est Jacksonville, notamment le vieux briscard des journalistes qui sont notamment avec les personnages principaux. Certains veulent s'arrêter, je crois, à Jacksonville, les autres veulent aller à Washington pour une interview du président des États-Unis, qui, disons-le, est dans la mouise, puisque ses jours sont comptés, puisque les forces des armées je crois, de l'Ouest, qui sont donc les forces armées de la Californie et du Texas, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ont proclamé une guerre civile et voilà, marchent sur Washington pour aller prendre possession de Washington, écraser Washington, renverser le gouvernement et renverser donc le président américain. Donc c'est une véritable guerre civile entre la Californie, le Texas et les autres forces, qui sont les autres forces évidemment américaines traditionnelles, c'est-à-dire les forces de Washington. Et ces 4 journalistes-là vont aller faire ce road trip de New York jusqu'à Washington pour rencontrer le président, le président américain avant, évidemment, son exécution, puisque on considère qu'effectivement, il est fort malmené. Et d'un pitch, donc, finalement, assez simple, on a, je trouve, un grand moment de cinéma. Un film coup de poing, dur à regarder par moments, assez intelligent dans son point de vue politique, dans la critique du journalisme, sur la place du journalisme, ce qui est capable ou non d'être montré, sur la véracité des informations, sur les difficultés, la vision en fait aussi d'être journaliste, encore plus journaliste de guerre. Il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes dans ce film-là. C'est un film A24 d'ailleurs, pour tous ceux qui... donc voilà, donc c'est spécifié film indépendant. Je crois que le film a eu 50 millions de dollars de budget. Redites-moi dans le chat si c'est ça, mais il me semble qu'on est aux alentours de 50 millions de dollars, ce qui n'est pas énorme pour un film de la sorte. Et là où le film est excessivement malin, c'est qu'il va être
infiniment du point de vue humain. Contrairement aux affiches qui sont ignobles, excusez-moi, hein, mais les affiches sont ignobles. Si vous regardez les affiches de Civil War, vous avez l'impression de voir une série B où tout va exploser de partout, alors que pas du tout. C'est très intimiste, c'est beaucoup plus axé sur l'homme, sur la condition d'être journaliste, sur l'horreur qui y arrive, et vous allez voir sur des visions différentes du journalisme. Donc il y a le fond et la forme, mais sur la forme, quand ça décide d'exploser un peu et d'être vraiment une guerre civile totale, notamment dans les 20 dernières minutes, je trouve que c'est vraiment très costaud d'un point de vue visuel. Donc on va évidemment parler de tout ça. Juste avant, je remercie mon Sebou qui offre 2 subs à Feu et Mini Vince. 43 abonnements déjà offerts par le Sebou et plus si on compte l'homme invisible. Merci beaucoup mon Sebou. Et merci mon Alan pour les 500 bits. Bonne fin de live. Pas encore vu le film mais je vais le voir que samedi et match de Marseille ce soir obligé. Bonnes vacances à toi. Merci beaucoup mon Alan. Si vous n'avez pas vu le film, effectivement je vous conseille de quitter. Je ne spoilerai pas dans une moindre mesure le film, hein, pas pour l'instant en tout cas, mais je vous préviendrai dès qu'il y aura une partie spoiler. Je pense que c'est un film qui peut largement être traité sans spoil, mais je peux comprendre effectivement que vous vouliez avoir la surprise. S'il y a un truc à dire avant, peut-être que Alan, tu y ailles et que les autres partent aussi, foncez voir Civil War. C'est un vrai film coup de poing, très intelligent, qui marie vraiment bien le côté guerre civile, le côté dur, violent, agressif de certaines séquences, avec beaucoup d'autres points de vue assez émouvants et humains. Et il y a une balance qui est très intéressante là-dessus. Alors en termes de mise en scène, etc., on y reviendra sur la partie forme, c'est très bien fait. Je vais d'abord aller sur le fond. Ce qui m'a énormément marqué dans ce film, c'est l'intelligence du choix du casting. Voilà, c'est un truc qui m'a, dans le long métrage, agréablement surpris, puisque au détriment donc de ces 4 protagonistes principaux, donc on a un vieux briscard qui est là pour voilà, qui n'arrive pas à s'arrêter dans son milieu et qui a besoin d'un dernier coup d'éclat. On a Kirsten Dunst qui est le personnage principal et tu sens qu'il est usé par comment dire, par le système, qui est très froide, qui est très carrée, méticuleuse dans ce qu'elle veut faire et qu'on sent au-delà de toute humanité dans un premier temps. On a le personnage donc du comédien qui joue Pablo Escobar, qui lui est très feu follet, et on a la petite jeune qui est là pour apprendre et qui voilà est hyper intéressante. C'est dommage Sawyer parce que j'aimais bien ton pseudo. En vrai, c'est bon, tu dégages parce que tu as l'air d'être un joyeux ahuri, mais en tout cas, si le pseudo est en référence à Lost, je kiffe. Tu as l'air d'être un bouffon, mais par contre, en vrai, GG pour le pseudo. Parce que le Sawyer, Lost, Josh Holloway, tu connais. Excuse-moi de parler correctement. Bon, j'ai vu avec ton orthographe que de toute façon, c'était difficile de faire plus de 6 syllabes, mais on restera dans un principe quand même très Coubertin. Coubertin, 3 syllabes, peut-être 2 de trop pour toi, je pense, mais je vais remercier mon sub à la place. Merci mon grand Shinzu pour le sub à Lucas, merci beaucoup, 209. On est monté jusqu'à 209, c'est beau, merci beaucoup mon Sebou pour le resub. Je l'aurais bien ban, ouais, mais je l'ai fait en avance. Je lui laissais un petit espace. Un mec qui a un pseudo Sawyer, moi je kiffe de base normalement. Tu vois. D'entrée de jeu, bon, je me dis, le mec est pas un mauvais bougre. Après, c'est pas pour autant qu'il a un QI, tu vois, mais ça sentait pas le mauvais gars. Et donc, du coup, ce que j'ai beaucoup aimé dans Civil War, c'est le symbole de 4 visions du journalisme. Et tout au long du film, en fait, ces visions-là vont évoluer. Et ça, c'est l'un des points que j'ai trouvé magnifique dans Civil War. Vraiment. Le premier, c'est Kirsten Dunst, complètement désabusée, livide, assez omnubilée par son travail, mais d'un autre côté, très froide, que ce soit dans les relations qu'elle a avec les autres personnages autour d'elle, ou même vis-à-vis d'elle-même, ou dans la manière dont justement elle voit son travail. Elle le dit plusieurs fois, hein, elle, le cliché parfait, même si un journaliste doit se faire flinguer devant elle, etc., bah, elle sera la première à prendre le cliché pour le cliché d'une vie. Il y a ce côté journaliste qui a été humainement détruit par la guerre, humainement détruit par tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a, toutes les visions qu'elle a, parce que plusieurs fois dans le film, on voit des flashbacks de ce qu'elle a vraiment vécu.
Donc il y a il y a ce format-là qui est hyper intéressant, je trouve, sur le trauma de la guerre et puis cette volonté de continuer malgré tout. Et tout au long du film, elle va évoluer. Ça va devenir quelqu'un de complètement différent. Elle va s'ouvrir humainement. Que ce soit vis-à-vis de la gamine où ce sera une sorte de mentor, que ce soit vis-à-vis de certaines séquences où, elle prend la photo de certains morts, je dirais pas qui évidemment pour éviter les spoils, mais certains journalistes ou autres, finalement tu vois qu'elle delete, elle les supprime parce que elle y arrive plus, ou sur la scène finale où elle est complètement prise de court, elle se réveille à la fin par acquis de conscience pour aller vers la Maison Blanche, mais très clairement, sinon on sent qu'elle est complètement prise par les événements, apeurée, terrifiée, et qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus en elle. Moi j'ai trouvé cette évolution vers l'humanité hyper intéressante d'un personnage froid à autre chose, d'autant plus quand c'est un film à propos de la guerre civile, quand c'est un film à propos de l'horreur de l'être humain, de ce que tous les êtres humains sont capables de faire entre eux, etc. Ou alors là, c'est aussi intéressant, mais c'est une guerre où on ne connaît pas vraiment les causes. On sait simplement qu'il y a les forces de l'Ouest qui veulent envahir la Maison Blanche, mais à aucun moment on a une véritable idée de ce qu'est le conflit. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que malheureusement aujourd'hui c'est un film qui fait peur. C'est un film qui fait peur dans le sens où, comme on est aujourd'hui dans une société où on ne peut pratiquement plus rien dire, où tout est un problème, où on fait des montagnes de tout et de rien, et où effectivement, politiquement et au niveau des armées, etc., on est dans une période extrêmement sombre, c'est un film filmé d'une façon extrêmement réaliste. Il me semble d'ailleurs, mais j'ai pas envie de dire de conneries, mais que le format du film n'est pas un format cinématographique pur. Il me semble qu'on est un peu entre le format cinématographique et le 4 tiers, j'ai l'impression. Peut-être pour accentuer un peu plus le réel et l'aspect documentaire. Mais alors, ça vient peut-être de l'écran de cinéma que j'avais dans mon ciné. Donc, dites-moi dans le chat si pour vous c'est la même chose. Mais il me semble que dans les bandes annonces, c'était montré de la même manière. Donc, on a un côté dans le film qui est extrêmement réaliste. C'est filmé de manière réaliste. Le soin du détail au niveau du son, certains plans qui sont filmés d'un point de vue subjectif, c'est-à-dire en caméra un peu embarquée, que ce soit les appareils photo de Kirsten Dunst ou les autres, ou même des images d'archives, il y a tout ce système de vouloir rendre ça extrêmement réaliste. Donc c'est vrai que si tu mets ça de manière extrêmement réaliste, le personnage de Kirsten Dunst, qui elle a vu tout ça depuis des années, va avoir une évolution positive, puisqu'elle va retrouver un petit peu son humanité, jusqu'au chaos final. Je ne dirai rien pour éviter les spoils, évidemment, par rapport à la séquence finale. Vous m'aurez compris si jamais vous avez vu le film. Mais voilà, c'est ce qu'elle aurait jamais pensé faire, qu'elle termine par faire, un acte de bravoure incroyable, un acte de courage, là où avant c'était le souci de la plus grande photo. C'est vrai que ce personnage-là est très intéressant. Mais il est mis avec d'autres. On a le vieux briscard, celui qui veut aller à Jacksonville, le plus vieux, qui a du mal à marcher, mais qui a du mal. Lui, c'est vraiment la représentation de quelqu'un qui a du mal à faire autre chose, qui a du mal à ne plus être journaliste, qui est fasciné par le terrain, qui malgré tout garde cet amour inconditionnel pour le journalisme, pour le fait de montrer la réalité des choses, de montrer la vérité. C'est quelque chose que dit Kirsten Dunst aussi. Il y a une phrase qui était assez intéressante là-dessus. C'est eux, ils sont pas là pour faire dans le sentiment. Et c'est marrant qu'elle dise ça, puisqu'au final, c'est elle qui va avoir le plus d'actes de courage et d'héroïsme à la fin. Mais en gros, on nous montre le principe du journaliste qui est neutre. Ils sont pas là pour faire des sentiments. Ils sont là pour montrer la vérité et pour retranscrire le réel. C'est des choses qui sont assez intéressantes quant à son personnage. Mais le personnage donc du vieux briscard, lui, c'est celui qui n'arrive pas à s'arrêter. Celui qui a envie de voir une dernière fois. Celui qui vit le journalisme, qui a quasiment tout vécu, le vieux sage. Mais il a aussi cette thématique intéressante. On a Pablo Escobar. Je vais l'appeler Pablo Escobar. J'ai plus le nom de l'acteur. Et alors, bon, le personnage, euh, le personnage, j'ai mangé son nom. Tac, tac, tac. Civil War, c'est Wagner Moura qui joue Joël. Marrant en plus quand tu sais que c'est un peu le sosie là pour le coup de Pedro Pascal et qui joue Joël. Qui est excellent.
En termes d'acting, je vais y aller très rapidement, mais tous les acteurs sont brillants. Bon, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Kirsten Dunst joue très bien. Ce serait dommage de réduire Kirsten Dunst à son simple rôle finalement de Mary Jane quand tu sais que Entretien avec un vampire, c'était déjà elle. Jumanji, c'était déjà elle. Virgin Suicide, c'était déjà elle. Eternal Sunshine, c'était déjà elle. Elle a fait un panel, elle, incroyable en tant qu'actrice. À Wagner Moura, évidemment, Narcos. Juste Narcos, le mec est fabuleux. Lui, c'est l'aventurier. Voilà, c'est le journaliste de choc. C'est l'aventurier. La passion. C'est le goût du risque, le goût du danger, l'envie du cliché le plus proche, l'envie de prendre la vie par les deux bouts. C'est-à-dire, la vie peut s'arrêter demain, j'y vais, je fonce. Et quelque part, il y a une certaine forme de naïveté, puisque quand il va voir disparaître certains journalistes autour de lui, et quand la réalité de la guerre civile va le rattraper, là, il est plus du tout pareil. Le sourire s'efface, et on le voit sur des séquences. Alors moi, il y a une scène que je trouve incroyable, parce que le traitement au niveau du son est très bon dans le film, sur un point de vue de forme. Il y a beaucoup de séquences qui sont filmées sans son, par des explosions des fois pour évidemment l'acoustique, mais des fois aussi pour appuyer une séquence forte. Et il y a une scène où l'un des personnages autour de lui meurt et lui il hurle. Et tu vois en fait les soldats derrière sans émotion. C'est la guerre civile, on fait juste son taf et il passe au ralenti et lui hurle mais sans son aucun. Et j'ai trouvé ça fabuleux d'un point de vue de mise en scène. Parce que l'acting est super, mais ça te touche encore plus en trip quand tu te dis, putain, l'évolution du personnage, qui pendant, sur 1h40, fait le con pendant 1h, 1h10, c'est le mec vraiment feu follet, tu vois, où tu te dis, t'as envie de lui ressembler, c'est l'idole, quoi. C'est le journaliste qui voit ça comme le plus beau métier du monde et qui est totalement péchu. Et ça, je trouve que c'est super. Et il le joue très très bien, mais il va retomber à la réalité derrière. La réalité le refoudroie tout de suite. J'ai même pas eu une gorgée de montée jusque maintenant. Donc ça, pour moi, c'est génial. Enfin, c'est un truc que j'ai trouvé super. C'est vraiment un truc que j'ai trouvé super. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce concept-là et ce principe-là d'avoir différentes visions. Parce qu'on a cette vision-là. Donc, effectivement, la vision de Wagner Moura qui est beaucoup plus péchue. Et derrière, on a la petite jeune. Alors, c'est Kaylee Spenny qui joue justement une néophyte et qui, elle, voilà, bon, bah, c'est les prémices du journalisme. Et alors, elle, c'est une évolution inverse. C'est l'évolution inverse de Kirsten Dunst. C'est ça qui est hyper intéressant. L'évolution inverse de Kirsten Dunst dans le sens où elle est très humaine. Elle essaye d'aider son prochain. Elle n'arrive pas à prendre la bonne photo sur une mort ou quelque chose comme ça. Et plus le temps passe, plus elle devient ce qu'est devenu Kirsten Dunst. Un peu en passation de pouvoir. Beaucoup plus intrépide. Beaucoup plus fluide. Toujours à la quête de la Photoshop jusqu'au plan final. Alors là, évidemment, je dirais rien pour éviter les spoils, mais jusqu'à l'une de ces photos finales, qui est une photo concernant Kirsten Dunst, d'une phrase justement qui est très intéressante, puisqu'un peu plus tôt, au moment où il découvre un hélicoptère craché devant un Walmart ou quelque chose comme ça, Kirsten Dunst lui fait une réflexion qui finalement se retrouve faite par le personnage ensuite. Donc c'est vrai que la juxtaposition des personnages est très intéressante et l'évolution aussi, puisqu'ils ont tous des évolutions différentes de là où tu les vois au départ. Donc ça, c'est très intéressant. C'est ce qui rend le film hyper bon. D'autant plus quand ces personnages-là, autour, il va graviter, comme disait Val, ouais, beaucoup d'insécurité. Il va y avoir énormément d'insécurité autour d'eux. C'est filmé comme un road trip, ce qui veut dire que qui dit road trip dit oui, tu es en sécurité nulle part. Et ça va se dérouler sur des moments forts filmiquement où ils prennent leur temps. C'est une accumulation de péripéties, c'est vraiment un road trip. Hein. Donc c'est au fur et à mesure, il leur arrive des péripéties. Il y en a une dans une station-service, il y en a une autre dans un ancien
dans un ancien parc de Noël abandonné. Et puis il y en a d'autres ensuite au détour du personnage de Jesse Plemons. Et puis après, on arrive directement à Washington. C'est une accumulation de péripéties, mais où justement, tu vois cette guerre civile d'un point de vue humain. Tu la vois au travers de l'appareil photo. Tu vois les victimes, tu vois les morts, tu vois la guerre, tu vois le fait que finalement la guerre n'arrête jamais. La guerre ne peut pas finir. Il y a toujours quelqu'un qui va relancer la machine à un moment donné. Et on essaie de questionner la place du journalisme sur quelle est la véritable révélation, quel est l'enjeu de montrer la vérité, quel est le sens d'être journaliste dans une guerre comme ça, qu'est-ce que tu peux relater ou non, et la place de l'humain aussi là-dedans sur des images qui sont horribles. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que sur 1h49, je crois, de long métrage, on va dire 1h40, générique non compris, il n'y a pas d'action pendant 1h20. On peut pas dire que c'est un film où il y a beaucoup d'action. Là où, honnêtement, tu vois les affiches, tu te dis, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, les affiches, t'as l'impression de voir une vieille série B un peu toute pétée, et au final, non. Au final, non, c'est excessivement axé sur l'humain, sur leur regard de la guerre, sur le fait que Alex Garland nous met directement dans cette équipe. Ça, c'est important aussi. Lui, il est là pour que toi, en tant que spectateur, tu fasses partie de cette équipe de journalistes et que tu ressentes tout. Et ça passe par la mise en place de la tension, qui est hyper intéressante sur certaines séquences, qui aurait pu gagner par moment à être encore plus forte. Je pense notamment à la séquence où ils sont dans l'espèce d'ancien parc de Noël, où bon, là, c'est résolu relativement rapidement. Je pense à la séquence de la station-service aussi, où pareil, c'est assez brusquement terminé. Mais je me demande aussi si d'un point de vue de mise en scène, c'est pas pour monter crescendo jusqu'à la séquence finale et surtout jusqu'à la séquence de Jesse Plemons. L'occasion pour moi de rappeler quelque chose que je trouve absolument surréaliste. J'ai vu tout à l'heure un tweet pour vous dire à quel point le monde en ce moment est malade et le monde va mal. J'étais assez étonné de voir que il y avait beaucoup de gens qui critiquaient Civil War. Et parmi eux, alors on a monsieur Eric Vernet, hein, qui apparemment bosse pour SoFilm, Ciné+, enfin je sais pas, Court-Circuit, Arte, il y a même M. Night Shyamalan et The Wire et Alain Delon hein, dans sa biographie Twitter, donc c'est forcément quelqu'un d'extraordinaire, qui nous dit que, alors attention, hein, accrochez-vous, Civil War est un film qui montre de la masculinité toxique, parce que Jesse Plemons vole la vedette à Kirsten Dunst, qui a le rôle principal et qui fait une super droopy badass, ça c'est vrai, en une seule scène de 10 minutes, alors que c'est son épouse dans la vraie vie. Je tombe des nues. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. L'expression faite de... Bah, visiblement, aujourd'hui, tu peux parler de cinéma... Bon, il est certainement brillant, hein, peut-être pas sur ce tweet-là, mais il est certainement brillant, hein, puisque visiblement, c'est quelqu'un qui parle beaucoup de cinéma. Mais, alors, comment te dire, frérot? Ils sont dans la vie ensemble, très bien. À quel moment c'est de la masculinité toxique de se dire que bah, c'est peut-être elle qui a donné le nom de Jesse Plemons pour un rôle qui dure que 10 minutes? Donc au contraire, tant mieux, un acteur de plus pour un film qui est super. Et comment on peut en arriver là en étant à ce point pété dans le cerveau? Parce que là, c'est le cerveau qui a un problème. Hein. Je pense que cet homme, à mon avis, il y a deux fils qui se sont connectés de trop près au moment où il a écrit le bordel. Kirsten Dunst, c'est le personnage principal du film. Elle joue infiniment bien. Jesse Plemons, qu'est-ce qu'il doit faire? Jouer moins bien? Alex Garland, il doit faire quoi? Faire une moins bonne scène, sous prétexte que son personnage est féminin pour éviter la masculinité toxique? Excuse-moi, hein, frérot, mais en fait, c'est ta femme le rôle principal, donc si tu pouvais moins bien jouer. On vit sur quelle putain de planète? Alors, je vais vous lire ma réponse, évidemment, ça ira plus vite. Hein. J'arrive même pas à savoir si c'est second degré, tellement c'est lunaire ce poste. Il vole la vedette de rien du tout, c'est juste un excellent acteur dans une scène frappante. Au même titre que Dunst dans le rôle est puissant, primordial, et qui est justement ô combien important pour le véritable rôle fort du film, féminin, à savoir Cailee Spaeny. Le rôle principal du film, pour moi, c'est Cailee Spaeny. C'est elle qui apprend par Kirsten Dunst et qui devient Kirsten Dunst un peu à la fin, avec beaucoup de similitudes entre les deux. Puis il y a le rapport à certaines répliques que je peux pas dire ici pour éviter les spoils, mais que je trouve infiniment intelligent.
C'est ce genre de tweet, en fait, qui dénigre l'excellent travail de Duns et Spenny, surtout, à voir le mal partout, alors que c'est un taf d'équipe très juste et humain tout du long entre les comédiens. En couple à la ville et alors, tant mieux si elle a recommandé Plumans pour le rôle, un acteur de qualité en plus dans un film de qualité. Voilà. Réponse claire, nette, précise. Le Gonze n'a pas répondu, je ne sais pas s'il répondra, de toute façon il n'y a pas grand chose à répondre. Donc mon cher Eric, on n'a probablement pas vu le même film, mais visiblement on a du mal à parler de la même chose non plus. Et ça c'est symptomatique en fait, il faut faire des problèmes avec tout. Voilà. C'est, vous êtes marié à une actrice, vous êtes dans le même film qu'elle, vous devez jouer moins bien, sinon c'est de la masculinité toxique. Vous vous rendez compte, vous avez fait une bonne scène qui dure que 10 minutes, dans un film où elle, on la voit 1h40, et pourtant elle est brillante. Ah ouais. Et là, en fait, il est en train de faire tout ce qui dénigre. Tout ce qui dénigre. Clairement, hein. Si c'est elle qui l'a invité dans le film, c'est encore mieux. Parce que sa scène à Jesse Plemons, elle est excellente. Mais Kirsten Dunst, elle est excellente tout du long. Effectivement, Jesse Plemons, c'est effrayant. Au lieu de dire que c'est une masculinité toxique, pourquoi simplement dire, bah, en fait, l'acteur est brillant et il montre qu'il est très fort, comme c'était le cas dans Killers of the Flower Moon, comme c'était le cas dans Breaking Bad, comme c'était le cas dans Affamé, entre autres, parce qu'il y en a plein d'autres. Et en fait, bah lui, là, moi, je parle d'un point de vue d'acteur. Mettez-vous à la place de Kirsten Dunst qui doit jouer face à son mari qui est flippant à ce point-là. Mais eux se connaissent, ça n'en fait qu'une scène encore plus incroyable. Parce que forcément, c'est très 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 costaud. Et eux, ils ont cette alchimie puisqu'ils sont ensemble. C'est pas toxique du tout, ça va les aider. Et il est vraiment là que 10 minutes. C'est chier dans le vide. Ah, ce monsieur a fait voilà, caca dans le vent avec ce tweet à la con. Je suis désolé. Il n'y a aucun problème. Justement parce que c'est bien qu'il soit capable de se donner la part belle. Et ce serait aussi hyper négatif pour tous les autres acteurs qui jouent excessivement bien dans cette scène-là. Parce que de la part des deux autres protagonistes à qui il arrive de malencontreuses aventures dans cette séquence, la peur est extrêmement bien jouée parmi eux. Alors que eux aussi, c'était des journalistes feu follets complètement barrés avant. Donc faire des problèmes de tout et de rien, tout simplement. Parce que oui, Jesse Plemons, c'est incroyable, et c'est là où j'en viens jusque maintenant, et là où je voulais donner mon propos. À mon avis, les séquences en termes d'intensité montent crescendo pour en arriver à cette scène-là, et pour ensuite en arriver à la scène finale. Et alors là, d'un point de vue visuel, la scène finale à Washington est fantastique. D'un point de vue de mise en scène, de plan large, de proximité décor, de sensation d'être vraiment dans cette guerre civile, dans une guerre totale, où toi tu vois ça du point de vue des journalistes humains, où tu sens vraiment que là, tout est en train de partir à volo, et où cette guerre civile totale trouve son sens à Washington. Il y a un plan, moi, que je trouve très fort. Alors, je ne sais pas si vous, dans le chat, évidemment, vous l'avez ressenti de la même manière. Moi, il y a un plan que je trouve excellent, parce que c'est très symbolique. C'est le plan qui a là où il y avait la marche de Martin Luther King en 63. Il se trouve que dans le segment qu'il y a à Washington, le début de l'action de la guerre civile pure commence là où Martin Luther King a fait sa marche en 63. Et je trouve ça tellement malin d'avoir commencé sa guerre civile à cet endroit-là. Pourquoi ? Parce que la fin de l'humanité, peut-être la fin des États-Unis, la fin du chaos, ou le début de cette guerre civile totale prend place là où Martin Luther King avait prôné la paix 60 ans avant. Et c'est hyper malin. Parce que cette place-là, c'est une place qui est faite pour la paix. C'est la marche de la paix, c'est la marche voilà, du tous ensemble de Martin Luther King. Prendre cette place-là pour faire le premier plan de ce qui est sa guerre totale, voilà. Moi, je trouve ça excellent. Parce que c'est vrai, c'est l'endroit de la guerre civile. La guerre civile a envahi la paix, finalement. Donc, c'est des choses que je trouve hyper intéressantes. Le huis clos qu'il y a dans la Maison Blanche à la fin, avec le plan absolu de Kaylee Spenny et Kirsten Dunst, hein, je dirais pas plus pour éviter les spoils, mais ce plan est superbe. Avec ce plan-là est génial. Moi, je vous avoue que j'ai trouvé ça très fort. Puis ça joue beaucoup sur la photo, les couleurs, la colorimétrie aussi qui est excessivement chaude
dans la séquence finale pour montrer justement le côté suffocant de cette guerre civile. Il y a il y a un autre segment aussi où on va dans une forêt brûlée. Alors, la scène n'a pas d'intérêt particulier d'un point de vue fond, hormis peut-être pour une violente poésie visuelle qui émane malheureusement voilà, d'une forêt totalement brûlée, calcinée, avec des, des feuilles brûlées qui tombent un petit peu partout et ça donne une scène qui est magnifique. La beauté du chaos, si on veut, d'un point de vue visuel, une violente poésie. Euh, mais euh, mais euh, c'est un film qui est très bien réalisé avec, je trouve, sur le final, une vraie belle photo qui met encore plus en avant ce chaos, ce côté inéluctable de la guerre, et puis la sensation des journalistes complètement dépassés par le truc. Enfin, en tout cas pour Kirsten Dunst, les autres, c'est un peu, ça va un peu mieux. Mais j'ai trouvé ça très fort. J'ai trouvé ça vraiment très fort. À la limite, si Garland avait changé le script suite à la venue de Plemons pour donner un rôle moins important à Dunst, mais là c'est du vent total, faire la polémique pour rien. Ah mais totalement, totalement. C'est genre Jesse Plemons, il vient, peut-être parce que Kirsten Dunst effectivement l'a recommandé pour le rôle, il a une séquence de 10 minutes, il nous sort un banger parce qu'il est terrifiant, mais ça ne change en rien l'excellente prestation de Kirsten Dunst. Pas du tout. Je veux dire, puis là, en plus, en termes de parité, les quatre personnages principaux, c'est deux féminins, deux masculins. Et je sais pas si t'as vu le film comme moi, Val, hein, mais les deux personnages principaux sont féminins. Pour moi, Wagner Moura et le vieux Briscard, je vais vous redonner le nom puisque là je l'ai plus, qui est campé par Stephen McKinley. Pour moi, eux sont des personnages secondaires qui sont là pour graviter et développer les deux personnages féminins qui sont forts. Et c'est des personnages féminins forts, sans aucun problème. On n'est pas dans du wokisme, des trucs, des machins, mais on est dans quelque chose de filmique. On s'en fout que ce soit un homme, une femme, machin. C'est que là, ça marche, en fait. Genre, c'est bien écrit, donc ça fonctionne. Masculinité toxique. Parce que moi, ce qui me choque le plus dans ce tweet, c'est même pas qu'ils s'en prennent à Garland, c'est qu'en fait, quand tu lis le tweet, il s'en prend à Plemons. En gros, ils sont en couple à la ville, donc il n'a pas le droit de faire une scène de 10 minutes percutante parce que c'est sa femme qui joue le rôle principal. Tu crois vraiment qu'il a pensé à ça, le frérot? Genre, il n'a pas juste envie de se dépasser parce qu'il veut aussi, peut-être, il joue avec sa femme et il est transcendé par le truc. Enfin, tu te dis, non, mais hey, frère, arrête tes conneries, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? En plus, le réalisateur de Civil War a dit que c'était son dernier film. Ah bon? Putain, il en aura pas fait beaucoup. Il a combien? 5, Alex Garland? C'est con parce qu'on loupe un. Il a 53 balais, il est encore relativement jeune. Alors s'il écrit, tant mieux, mais il aura fait que 4 films. Ex Machina, Annihilation, Men et Civil War. C'est pas énorme, hein. Il a fait Devs en termes de séries télévisées. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 scénarios. 2, 4, 6, 8 scénarios seulement. 9 si je compte la plage, mais la plage n'est pas marquée sur mon wiki là. Mais enfin, œuvre principale, la plage. Donc je pense que c'est qu'ils l'ont oublié. Donc 9 scénarios, 4 réalisations et une série. C'est pas énorme, hein. Re-roi win. Et merci Bobelette pour les 100 bits. Merci beaucoup. Dernier film réalisé, mais il écrit le scénario du prochain 28 jours. 28 ans, je crois. 28 ans plus tard, ouais. Bon, s'il reste dans le scénario, c'est super. Mais ça prouve que c'est un bon réalisateur. Alors, il y a des gens qui te disent que le film est un sous Catherine Bigelow. Toujours dans des systèmes de comparatifs, pour moi un peu abscons. Moi, je serais Alex Garland, je dirais, bah, en fait, je suis content. Si tu me compares à Catherine Bigelow, tu me compares à l'une des plus grandes réalisatrices de son temps, hein. Catherine Bigelow, c'est Des Mineurs, c'est Zero Dark Thirty, c'est Détroit. Catherine Bigelow, elle est hors du commun. C'est une réalisatrice extraordinaire. Alors Alex Garland n'a peut-être pas le niveau de Catherine Bigelow. Bon, enfin, dire c'est du sous-Bigelow, c'est ultra péjoratif quand tu vois la qualité du film. Surtout que derrière, je trouve que voilà, il y a une puissance, il y a un fond, la forme est vraiment bien foutue. Je vous dis, le système de filmer de façon très réaliste, qui fait parfois documentaire, et puis jongler avec les photographies des journalistes et certaines images d'archives et plusieurs situations comme ça sont vraiment très fortes. Les enjeux, même la première séquence du président apeuré
qui fait un discours où là tu vois aussi toute la non-véracité des politiques, etc., qui fait un discours pour dire que tout va bien et qu'il est sauvé, et voilà, alors qu'en fait il est condamné et lui le sait dans sa voix, on le voit, il a du mal à préparer son discours. Donc dans les dans les fausses véracités de ce que montrent les journalistes, etc., dans ce qu'il disait, tu imagines tout ce qui reste du New York Times, le New York Times, là, il n'y a plus de raison d'être, c'est un journal qui est terminé, enfin, il y a tellement de choses qui sont hyper intéressantes. Moi, je trouve ça très fort. Moi, je trouve ça très très fort. Alors après, qu'on dise c'est du souci, c'est du sous-ça, on s'en fout du moment que c'est bien. Enfin, je veux dire, toujours le même problème de vouloir à tout prix comparer. Mais enfin, quand on voit qu'à un moment donné, on en est à un stade où on se dit que c'est de la masculinité toxique parce que le mec joue dans le film de sa femme. Enfin, moi, j'atteins un stade où je suis démuni par rapport à ça, hein. Comment ça, mon Walking Wolf? J'ai pas encore vu le film, mais ça fait plaisir de voir le retour de Kirsten Dunst. Bah, retour au premier plan comme ça, oui, j'ai l'impression que ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu. Après, c'est une actrice qui est hyper chevronnée, mais j'ai l'impression que ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu, ouais. Pépite, hein, le film, hein, Walking Wolf. Bonsoir à tous, je sors de la salle en détente. Civil War dans mon top 3 de mes meilleurs films vus cette année. Mon top 1 reste All of Us Strangers. Bah écoutez, moi je pense que pour l'instant, Civil War est bien classé aussi, hein. J'ai quoi comme film que j'ai vu cette année? Ah ouais, ouais. Je sais pas, parce que il y a aussi The Iron Claw que j'ai vu cette année. Oui, mais The Iron Claw, je l'ai mis dans mon top de l'an dernier, non? The Iron Claw, je l'ai mis dans mon top de l'an dernier, je crois. Donc du coup, je dois le... Il faut... Le Cercle des Neiges aussi. Mais je vais le laisser, je sais pas exactement. Et il me semble que The Iron Claw, je l'avais mis dans mon classement de fin d'année de l'an dernier. Sinon, il y aurait The Iron Claw, Cercle des Neiges, était pas mal. Dune, forcément. Anatomie d'une chute. Certainement pas Godzilla X Kong. Civil War, ouais, si, ça fait partie des petites claques que j'ai pris. Mais c'est filmé d'un point de vue réaliste. Pareil au niveau du sens du détail, le bruit des balles, le bruit des impacts, le fait que tout est filmé très proche des corps, le fait qu'on tire quasiment à bout portant, le visuel aussi, la manière dont c'est réalisé. Peut-être que d'un point de vue purement objectif, je pense que les plots, enfin on va dire les jumpscares, c'est pas des jumpscares, mais les moments où ça explose à certaines séquences, on les voit un petit peu venir. Je pense notamment aux premières balles que se prennent l'équipe quand ils arrivent au truc de Noël. Alors, tu te doutes qu'à un moment donné, ça va péter, donc bon, je pense qu'on joue pas suffisamment avec le spectateur là-dessus, mais c'est un film extrêmement violent. C'est un film qui est hyper brutal. T'en ressors pas indemne parce que c'est filmé de manière tellement réaliste que tu vois la mort de près. Ce que tu vois, c'est les soldats. Tu vois pas, et c'est ça qui est fort aussi. Le tour de force, c'est de pas voir bah, comment dire, la guerre, les politiques, les trucs, les machins, le pourquoi du comment. T'es filmé de l'intérieur. Donc en fait, peu importe l'endroit, peu importe si t'es de l'Ouest ou de Washington ou autre, tu vois la mort. C'est tout ce que tu vois. C'est la mort. C'est la précarité d'une vie. Et ça, tu le vois d'un point de vue réaliste, puisque tu le vois de la part de journalistes. Ça, c'est costaud, ça. C'est très costaud, hein. Moi, j'adore. Enfin, vraiment, je trouve ça infiniment bien et habilement mené, hein. La brutalité et surtout la manière soudaine de la guerre est très bien retransmise. Ouais, c'est ça. C'est à un moment donné, tu peux être là et 10 secondes plus tard, tu ne l'es plus. Et c'est un point de vue réel. J'en parlais avec ma mère, que j'ai vu dans la semaine, qui me disait, est-ce que c'est réaliste comme le soldat Ryan? Alors je lui dis, les films ont absolument rien en commun sur le fond, mais sur la forme, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que le soldat Ryan était fait de façon très réaliste, où à un moment donné, dès là, 10 secondes plus tard, c'est une balle et c'est fini. Il y avait un côté assez réaliste aussi, hein, dans la précarité d'une vie et puis dans voilà, le front, les choses comme ça. C'est pas pour rien que le soldat Ryan a, je pense, l'une des plus grandes scènes de l'histoire du cinéma, qui est le débarquement, où tu suis ça devant les mecs et le premier truc que tu vois, c'est les bateaux qui arrivent, le pont qui se baisse et et puis hop, t'as 10 morts. Direct, 10 morts. 10 pleines têtes. Terminé. Terminé. Et ça, tu te dis, bon, bah voilà, les mecs qui arrivent et qui sont en première ligne savaient qu'ils allaient y passer. Surtout si t'es en première ligne, quoi. Déjà que t'es dans les bateaux, c'est compliqué d'arriver au bout, mais si à un moment donné, en plus, t'arrives et c'est fini. C'est un suicide. Donc tu vois le côté réaliste de la chose. Alors là, c'est différent, mais c'est tout aussi fort, parce que c'est un film, comme je le disais, t'as l'impression, en fait, qu'une guerre civile peut arriver. T'as l'impression qu'une guerre civile peut arriver à tout moment et que c'est à notre porte. Et c'est un film qui fait vraiment réfléchir là-dedans.
Alors encore plus voilà, quant au travail de journalisme et puis des dangers qu'il peut y avoir, du rapport à la vérité, des relations entre personnages aussi, où chacun adopte une vision différente et bah, se permettent d'évoluer jusqu'à ce que bah, finalement la gamine devienne Kirsten Dunst par concours de circonstances. Voilà. Puis, moi j'aime beaucoup la dernière... En fait, d'un point de vue politique, d'un point de vue lâcheté, et d'un point de vue absence totale finalement comment dire, j'allais pas dire de charisme, mais d'amour pour sa profession et puis de responsabilité. J'aime beaucoup la dernière phrase du président, moi. Je trouve que c'est, dans la société dans laquelle on vit, ça me choque pas. J'aime beaucoup le final. La dernière phrase du président avec la dernière phrase de Wagner Moura. C'est tout ce dont j'avais besoin, merci. Parce qu'en fait, on s'en rend compte que là, il y a une cassure aussi entre le peuple et les politiques. Il y a une cassure entre le peuple, la politique, ce qu'on nous dit, ce qui est vrai, ce qui est faux, la manière dont on s'embarque, etc. Et tu te dis, enfin, rapport aussi, pourquoi pas à Fallout, tu vois, genre dans une configuration différente, mais que Fallout, les extra riches et les politiciens soient dans les abris et qui mettent une bombe eux-mêmes sur la Terre au profit du capitalisme et au profit des plaisirs des super riches et pour sauver leur peau à eux, bah, c'est pas choquant. C'est pas choquant parce que c'est souvent le peuple qui souffre le plus. Il y a une scène dans Civil War qui est montrée tout de suite. Alors, c'est ça, c'est t'es haut placé et t'es haut placé, t'es président et tu supplies pour ta vie, alors que pendant ce temps-là, t'en as qui se battent pour survivre, tu vois. C'est pas à toi normalement de supplier pour ta vie. T'es censé au moins avoir l'élégance de ta responsabilité et de ton métier. Et quand tu regardes l'un des plans, comment dire, quand tu regardes l'un des plans du film où c'est une des premières fois où on voit Kirsten Dunst, où tu as beaucoup de civils qui se battent juste pour avoir de l'eau, qui se battent pour pouvoir manger, boire, etc. Et où ça part en guerre civile totale, des explosions face à des innocents. Voilà, c'est fort aussi. C'est le peuple qui se soulève, là pour une raison inconnue, mais c'est souvent le peuple qui en est la première victime. Et c'est ce qu'on voit là, des morts, des victimes, l'envers de la guerre, sans avoir forcément voilà, d'envie d'expliquer le pourquoi. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est le réel, c'est la mort, c'est le chaos, c'est les soldats qui meurent, c'est voilà, c'est ça le propos. Si je peux faire mon nerd, ils ont pas un tunnel sous la Manche, par contre, pour évacuer le président. Ah, ils ont pas un tunnel sous la Maison Blanche. Ah, ben ils ont peut-être pas eu le temps. Je sais pas. Peut-être. Alors ça, pour le coup, j'en ai aucune idée. C'est le même principe. On se dit, c'était pas là dans ces tunnels-là que Kennedy et Marilyn Monroe. Ça, honnêtement, je sais pas ça pour le coup. J'imagine que oui, mais le, le fait qu'ils décident de faire semblant de partir en bagnole et que à un moment donné, ils sont encore dans la Maison Blanche, mais que la journaliste capte très vite, fait que du coup les militaires captent peut-être trop vite par rapport au fait que le président ne puisse pas se barrer. D'un autre côté, il a l'air d'être encore à son siège, donc je sais pas pourquoi il s'est pas barré plus tôt. Ça, c'est vrai que bon, c'est pas une question que je me suis particulièrement posée, mais possible, hein. L'acteur du ravisseur de Jessie est très très bon dans le film. L'acteur du ravisseur de Jessie, c'est-à-dire Bebelette. L'acteur du ravisseur de Jessie. Les deux anciens camarades de lycée qui se retrouvent. Ouais, pareil. Genre, vous étiez au lycée, on n'était pas super potes, puis aujourd'hui il est pendu, et puis de toute façon on va les buter, machin. Enfin, ça te montre vraiment le truc du ah ouais, putain, on en est là quoi. Après, c'est excusable car justement le président avait encore l'espoir très naïf de négocier sa protection et son extradition. Oui, oui, voilà, pareil. C'est genre. Mais alors, ça, pareil. Enfin, je veux dire, c'est très parlant par rapport aux politiques actuelles. Mais tu te dis, les femmes et les enfants d'abord. Non, 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 non. Pour moi, lui, c'est. Comment C'est.
Le mari de Rose dans Titanic, hein. Les femmes et les enfants d'abord. Ouais, ouais, non, mais moi, si je peux prendre un enfant et me barrer avec, ça me va. Pff, rien à foutre, hein. Moi, j'ai de la thune, j'achète une barque et j'y vais tout seul s'il faut. C'est un peu ça, hein. Parce que t'es vraiment en mode assume tes responsabilités. On sait même pas en plus. Ce qui est bien en fait dans ce film-là, c'est qu'à aucun moment on sait vraiment qui est l'antagoniste. Est-ce que c'est les forces de l'Ouest qui sont les forces négatives ou est-ce que c'est les forces armées de Washington? On sait pas. On sait pas trop. On suppose à la fin que c'est plus Washington qui est dans l'erreur parce que bon bah la presse finalement ou alors c'est la presse est tellement choquée de voir que l'autre supplie simplement pour sa vie et a rien d'autre à dire qu'il est en mode allez vas-y nique ta mère. Mais voilà, on sait que la victime c'est le peuple, mais c'est pas très intéressant de savoir qui sont les bons ou les mauvais là-dedans. Enfin, moi je l'ai ressorti moi je l'ai senti comme ça, dans un style de nous on est la presse, on voit des gars de l'Ouest, et d'ailleurs c'est une chose intéressante, les militaires, la presse ils s'en foutent. Qu'ils soient avec des gars de l'Ouest ou qu'ils soient avec des gars de Washington, les militaires ils s'en foutent. Il y a pas de mal, tu vois. Genre ils sont en mode bah, c'est la presse quoi. Donc on tire un peu. Si, quoique, à un moment donné, ils disent que à Washington, la presse est tuée à vue. Et qu'ils tirent à vue sur les journalistes dès le moment où tu arrives proche de la ville. Donc on peut supposer que c'est peut-être plus Washington qui est en erreur plutôt que les forces de l'Ouest, hein, de manière très abstraite, c'est pas vraiment dit. Mais, euh, mais, euh, mais vraiment, ouais, il y a ce côté. Au lieu d'essayer de régler le problème et d'assumer en tant que président, non, non, je veux aller en Alaska ou au Groenland. Tous aux abris. Non, mais vraiment, c'est genre ma vie avant la vôtre. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Tous aux abris, ma vie avant la vôtre. Je laisse le pays à feu et à sang. C'est fini pour moi. Par contre, je me casse. Enfin, vraiment, c'est révélateur. Mais le film mérite ouais, d'être vu une deuxième fois. Là, c'est critique, bon, analysé quand même. Hein. On est pour voir un peu plus loin qu'une critique à chaud. Mais le film mérite d'être vu une deuxième fois pour voir où ils vont. Ouais. Martinez a pris un jaune pendant la séance de tir au but. On peut prendre un carton pendant une séance de tir au but? J'ai vu qu'apparemment Cebu ou Lille avait manqué un penalty. J'espère que c'est pareil du côté d'Aston Villa. J'ai hâte qu'il sorte en 4K au mois d'août. Comme ça, je me l'achète, le steelbook, et je me le refais direct. Le steelbook est pas hyper beau visuellement, mais je pense que je le prendrai quand même parce que pour moi, justement, c'est un film dans la lignée des Biglow qui est hyper intéressant. Je pense que je le prendrai aussi, ouais. La scène du suspense avec Jesse. Ah, d'accord, ouais. Et t'as coupé le souffle. Incroyable cet acteur. Moi, j'ai adoré aussi sa performance, hein. Vraiment, il est là 10 minutes, mais. Vache. Quelle puissance. Quelle puissance. Tu as ressenti l'ambiance de Last of Us, The Walking Dead, dans le road trip? Non. Non. Non, parce que. C'est pas parce qu'un road trip est post-apocalyptique que forcément faut lier ça à Last of Us ou Walking Dead. Il y a. Il y a un moment. Il y a un moment où je suis allé pendant la séance sur Wiki pour me dire est-ce que c'est pas Gustavo Santaolalla qui est à la BO parce que la BO faisait un peu Last of Us. Mais j'ai vu que c'était pas lui, je me suis dit bon bah d'accord. Puis après ça m'a plus marqué. Parce que en fait, je considère que c'est pas parce que t'as du pré ou de l'apocalyptique ou du road trip qu'il faut forcément dire c'est Walking Dead ou c'est Last of Us. Pour moi, c'est Civil War. C'est de la guerre civile un peu partout. Et moi, c'est là où justement j'ai beaucoup aimé le film. C'est que il est vachement ancré dans cette idée de se dire, en fait, on est dans du pré-apocalyptique. Il y a encore des endroits où ça va bien. Ça, c'est une séquence qui me parle aussi. C'est dans le Missouri, tout va bien. C'est le Missouri, je crois, il me semble, ou je sais plus, l'état dans lequel on croit que ce qu'on voit. Visiblement, c'est un état où tout va bien. Il y a des villes aussi où, même si t'as des gars et des snipers sur les murs, la vie prend son cours parce que vu ce qui se passe aux infos, on n'a pas envie, en fait, d'entendre parler de la guerre civile. Et ça, c'est un constat aussi qui, à mon avis, dans chaque guerre doit avoir lieu. Dans des villes un petit peu plus retirées, dans les campagnes, etc., la vie peut-être continue son cours. Parce que c'est des gens qui ne veulent pas entendre parler de ça ou qui voient les infos et qui veulent se tenir le plus éloigné de ça possible. Là, on voit que du côté américain, il y a des villes dévastées, il y a des villes, ça va. Ou des petits villages, ou des petites villes. Un village aux États-Unis, c'est beaucoup dire, parce que bon, un village pour eux, c'est 20 000 habitants, hein. Donc, une ville pour nous relativement bonne, pour eux, ça se trouve, c'est un village, tu vois. Eux, ils viennent à Royan, ils doivent se dire, ah, qu'est-ce que c'est que ce village paumé, tu vois, c'est un trou à rats. Mais t'as des petites villes comme ça, t'es en mode, enfin, il y a une distinction, quoi. Et merci mon R2077 qui régale ce soir, merci beaucoup pour le sub offert à Guidi Ginga, merci beaucoup. Merci beaucoup.
173, ouais, on est plus très loin maintenant de la 7e place. Merci beaucoup, Warrior 2077. Je vois, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a quand même encore des endroits fonctionnels. Ouais, voilà. Pour moi, en fait, le trip était intéressant de se dire, c'est un endroit pré-apocalyptique. Donc, en gros, t'es dans du pré-apo. T'es pas dans du post-apo, t'es dans du pré-apocalyptique. Donc, tu sens que ça va merder. C'est déjà, il y a des villes calcinées, il y a des trucs détruits, c'est le bordel. Mais il y a encore des endroits où ça fonctionne à peu près. Et pour moi, c'est du pré-apocalyptique. Pareil, dans le genre de petits détails, pour moi, qui est intéressant, 300. Quand ils sont à la station-service, on va vous payer bien plus que le prix du plein. On vous donne 300 $. Alors l'autre, il lui dit 300 $, t'as un sandwich avec ça. 300 $ canadiens. Et ça, j'ai trouvé ça génial de te dire qu'en fait, bah, réfléchis, va plus loin. Qu'est-ce qu'amène la guerre civile? Un effondrement total de la bourse, donc un effondrement total de l'argent. 300 $, ça vaut plus rien. 300 $ canadiens, par contre, t'es riche. Et ça c'est con, mais c'est vachement bien foutu. C'est bien amené parce que tu te dis, ah ouais, fallait y penser, tu vois, à ça. À se dire 300 $ canadiens, 300 $ américains, du coup, l'argent vaut plus rien. C'est des bons détails. Moi, c'est un film qui fourmille de détails partout, hein. Dans le visuel, la mise en scène, le travail du son, le travail visuel, la photo, le regard des personnages, l'acting. Enfin voilà, tous les acteurs sont fabuleux. Les mecs, dans leur évolution, ça j'en ai parlé en début de live, hein. Mais ouais, pour moi c'est costaud. Je trouve vraiment que c'est costaud. Il y a un vrai propos de fond qui est intéressant. On va faire, allez, 1h33, c'était à 41. On va faire allez, 3-4 minutes de questions. Si vous avez des questions sur le film, jeu de questions-réponses ou autre, si vous avez des questions, si à un moment donné, bah, vous avez des questions sur est-ce que vous avez envie d'aller voir le film et des questions à me poser sur, bah, voilà, ce que vous comptez voir ou non du long métrage ou des choses comme ça, n'hésitez pas. Tu as vu le nouveau teaser de The Crow qui sort? Pas du tout, non. J'ai pas eu le temps. Après, pas un fan hardcore de ce que m'a montré The Crow là dans sa bande-annonce. Donc on va voir, mais je suis pas un grand fan de ce que ça propose. Je vois que le film n'est pas du tout aimé, c'est ça que je trouve ouf. Ou alors c'est peut-être moi tout simplement en fait c'est peut-être moi qui divague, hein, mais je vois que sur Twitter les gens n'ont pas aimé. Les gens considèrent que le film passe à côté du propos, des choses comme ça. C'est peut-être plusieurs visions, hein. Peut-être que finalement c'est un film qui te donne plusieurs degrés de lecture différentes. Moi je vous ai donné le mien. Je pense qu'à mon avis c'est un film qui a plusieurs degrés de lecture et qui peut être interprété différemment. Mais au-delà à dire que le film passe à côté de son sujet, que je vois beaucoup de critiques négatives, hein. Je vois beaucoup de critiques négatives sur Civil War. Ce que je trouve assez étonnant, parce que, bon, je pense pas ne pas l'avoir compris, hein, très clairement, mais par rapport à la place du journalisme, par rapport aux visions du journalisme, par rapport à la guerre civile, le fait de ne pas vouloir déceler bien du mal, le fait de voir uniquement la guerre, les morts, le réalisme, le sens du détail, le visuel, la réal, le propos, l'acting. J'ai pas grand chose à dire de négatif, quoi. Honnêtement, hein. Pour moi, c'est un bon film. C'est un bon film, bien réalisé, bien amené, bien manœuvré. Je suis très étonné de voir que les retours sont négatifs, quoi. Me... Bon. N'oublie pas que Twitter est en minorité de 10% par rapport à l'audience générale, exemple criant. Avatar 2. Ouais. Ouais, ouais, les retours, tu me diras, journalistiques sont très bons, hein. Moi, j'ai vu beaucoup de retours de journaux ou de magazines qui encensent un peu Civil War. Je vais essayer de vous donner. Je vais aller sur le média, hein, le média du Mediavore, évidemment. Euh... Fallout est noté à 92% sur Rotten Tomatoes. Tiens. Nerds. Nerds, le média. Les retours, voilà, les retours de Civil War. Si ces vignettes remplies de fureur et de chaos sonnent si justes,
c'est parce que Civil War a été véritablement conçu comme une sorte de blockbuster pour adultes et qu'il réactive un format de production hollywoodienne à la saveur oubliée et qu'on pourrait appeler film du milieu. J'ai rien compris. C'était la critique de première qui met 5 étoiles. Oui, bon, alors aussi, en soi, l'idée, blockbuster pour adultes, c'est ce qu'on pourrait appeler blockbuster d'auteur. Moi, j'imagine, je vois ça comme ça, un blockbuster d'auteur, même si, bon, pour moi, le côté blockbuster n'est pas du tout dans Civil War, à part dans la dernière séquence. Sur fond de thriller d'action explosif, Civil War s'interroge avant tout sur le sens de l'information, le pouvoir de l'image et l'absolue nécessité de préserver un journalisme de terrain tentant de capturer le réel, exposer la vérité, passionnant de bout en bout, source écran large, parfait. C'est ce que je dis depuis à peu près 1 heure, hein, donc je peux pas être plus en accord avec ça. Sur la place du réel, sur capturer l'instant, sur qu'est-ce qu'on peut faire ou non, l'information. Civil War fait partie de ces films qui ne s'oublient pas facilement dans son portrait glaçant, nihiliste et maîtrisé d'une Amérique en proie au chaos, ça c'est vrai aussi. Tout n'y est que folie, celle des hommes qui font la guerre comme ceux qui s'en veulent les témoins. Parfait, c'est ce que je disais aussi hein, sur voilà, les témoins, ceux qui le montrent et comment dire, le la proposition de tout simplement des civils. Donc voilà, parmi 3 critiques, parmi d'autres, hein, qu'a mis en avant Nerds, le média du Mediavore, qui est très cool. Donc non, ouais, moi je suis assez d'accord avec ça. Je suis assez étonné de voir des retours négatifs sur ce film. Mais bon, après tout, très apprécié aux US car ça touche leur pays. Oui, puis je terminerai là-dessus. Beaucoup de segments m'ont foutu les boules. C'est assez rare pour être souligné. Hein. J'ai vu les États-Unis déstructurés. J'ai vu les États-Unis, d'un point de vue extrêmement réaliste, en plein chaos, s'auto-détruire, se flinguer eux-mêmes. Je suis tellement un amoureux des États-Unis que ça m'a touché. J'en suis ressorti du film pas indemne parce que plusieurs séquences, je me suis dit, mais quel gâchis en fait. Enfin, genre, je supporte pas de voir ça. Tu vois, c'est un pays que j'aime tellement que je suis en mode le chaos ambiant d'une Amérique qui se déchire. C'est tellement tout ce que j'aimerais pas, tu vois. Et malheureusement, il n'y a pas que eux. Hein, je veux dire, c'est pareil pour la France, pour d'autres configurations. Hein, mais malheureusement, la France est probablement un pays qui pourrait tomber dans une guerre civile identique. Pour d'autres raisons qui nous sont peut-être inconnues actuellement et qui arriveront dans 20, 30 ans. Je pense malheureusement que c'est un film d'un point de vue réaliste qui te montre que la guerre civile, c'est pas cool. Et que en fait, il n'y a pas de gagnant dans l'histoire. C'est un peu ça, Valin. Quand on a aujourd'hui qui disent, moi, je serais le premier à monter à l'Elysée pour tout cramer, machin, j'en peux plus. Ouais, mais tu te rends pas compte des répercussions, frérot. Enfin, arrête tes conneries. Hein. Genre, tu te rends pas compte. Il y a des choses à faire pour que le pays aille mieux. Effectivement, il y a plein de trucs qui forcément, voilà, on n'est pas dans un pays qui va bien. La France ne va pas bien sur plein de points. Mais là, le côté guerre civile, là, te montre qu'il n'y a pas de gagnant, hein, et que les dommages collatéraux, et que la plupart, c'est le peuple qui en sera le plus finalement meurtri. Beaucoup n'ont pas aimé le film car ils disent que ça n'a pas de sens que la Californie et le Texas s'allient car c'est 2 États avec des mentalités différentes. Alors oui, c'est vrai. Ça, pour le coup, c'est vrai. Maintenant, d'un autre côté, c'est pas expliqué pourquoi. C'est ça le truc. Alors, on peut considérer ça comme un problème ou une qualité, mais en fait, on nous explique pas pourquoi ces 2 États-là font la guerre au reste. On sait pas trop pourquoi. C'est pas trop dévoilé. Dites-moi si je me trompe, mais je crois pas hein, qu'on sache vraiment beaucoup pourquoi il y a l'Ouest qui attaque le reste des États-Unis, en particulier l'Est pour le coup. Mais oui, c'est vrai que c'est des mentalités très différentes. Californie et le Texas, en théorie, c'est très républicain contre démocrate. Californie, c'est très. Texas, c'est assez raciste. Hein. C'est vrai que globalement, c'est très puritain, très notaire, Myland. Et puis la Californie, c'est plus ouvert. On nous dit juste que le président a eu un 3e mandat, donc sûrement pas très démocratique. Oui, on sait que le président a fait des conneries lors d'un 3e mandat et que du coup, mais c'est tout ce qu'on sait. Qu'est-ce que t'en as pensé, Slade, du film, du coup? Ça fait chier pour Lille. Lille qui est éliminée. Bah, il reste Marseille. Lille qui avait à 10 minutes de la fin du match, ils étaient qualifiés. C'est terrible. C'est terrible. Parce qu'à 10 minutes de la fin du match, ils étaient qualifiés et ils partent avec une victoire. En plus 2-1, 2-1. Après, c'est au penalty, mais c'est dur. C'est dur.
Mais non, oui, c'est un film qui est peut-être, voilà, qu'il faut peut-être voir plusieurs fois pour le comprendre réellement et qui a plusieurs configurations, je pense, à développer, à mon avis. Indubitablement. Je vais vous envoyer chez Cebu qui vient de lancer un petit live. Et puis on va s'arrêter là. Et puis on va se donner rendez-vous dans 2 semaines, les enfants. Et oui, cette vidéo sera évidemment en replay dès demain. Sans commune mesure, hein, sans tambour ni trompette. Non, non, je vous le dis. Je vous envoie chez Cebu. Voilà. Passez de bonnes vacances. Enfin, oui, si vous êtes en vacances, parce qu'il y en a qui sont peut-être en vacances avec les vacances scolaires. Passez un excellent week-end et une très bonne semaine prochaine. Kiffez bien. N'hésitez pas à aller chez le Soul Reyes qui est en live, Sebou, Roawin, Johan, Bart, qui c'est que j'oublie, Renault, Mr. Rider, Slade et Edgy, Gros Tonio aussi, Restream évidemment, et tous les autres si j'en oublie. On se donne rendez-vous probablement le 1er mai. Je pense que je reviendrai en légende le 1er mai hein, pour liver avec vous. Donc rendez-vous dans un petit peu moins de 2 semaines en légende Sins. Sins c'est bien, avec Big G, évidemment. Et puis, merci infiniment pour les bits et les subs très généreux ce soir. On se dit rendez-vous dans 2 semaines en légende. Des bisous!